Nouveau report dans le marathon judiciaire du procès du putsch manqué, suspendu le 31 mars dernier. L'audience qui a repris ce 6 avril a été renvoyée au 9 mai prochain, conséquence du déport de certains avocats de la défense. Et justement, nous recevrons l'un d'entre eux, Maître Christophe Bilba, viendra s'expliquer dans ce journal. Attention au retour du coton BT et au lâchage de moustiques génétiquement modifiés au Burkina. C'est la Copagène qui donne l'alerte. Vous entendrez ses arguments dans cette édition. Et puis, à Bobo-Dioulasso, face au risque de pénurie d'eau qui s'annonce en cette période de forte chaleur, l'ONEA met en place le système de distribution alternée. Voilà pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Comme annoncé, nous recevons sur ce plateau Maître Christophe Bilba. Maître Christophe, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes avocat de la défense et que vous faites partie de ceux qui se sont déportés. Tout à l'heure, vous allez nous expliquer les raisons qui ont motivé votre décision. Mais avant, nous allons à la salle des banquets de Ouagadougou où le procès a repris ce matin, 6 avril 2018. Eh bien, l'audience n'a duré qu'une trentaine de minutes, le temps de la lecture des lettres de déport déposées par 14 avocats de la défense. Conséquence, l'audience a été renvoyée au 9 mai prochain. La partie civile craint une autre occasion pour la défense de faire de la surenchère. La défense, quant à elle, affirme qu'elle use tout simplement de ses droits. Le reportage de Roméo Koïta. L'audience de ce vendredi 6 mars devrait être consacrée à l'interrogatoire des accusés. Finalement, elle n'aura duré qu'une trentaine de minutes. 14 avocats de la défense, dont 2 commis d'office, se sont déportés. Conséquence, 12 accusés se retrouvent sans conseil. Conformément donc à l'article 43, alinéa 2 de la loi portant organisation, fonctionnement et procédures applicables devant la chambre criminelle, qui stipule que si l'avocat choisi ou commis conformément aux articles 15 et 16 ne se présente pas, le président d'audience en avise immédiatement le bâtonnier qui en commet un d'office. C'est donc en application de cette loi que le président du tribunal, Seydou Ouedraogo, a décidé de renvoyer le procès au 9 mai prochain afin de permettre au bâtonnier Mamadou Savadogo de trouver des avocats commis d'office aux accusés. Oui, nous sommes en matière criminelle. Il faut quand même que l'accusé soit assisté en tant que tel. Et que c'est tout à fait normal, illégal d'ailleurs. Du côté de la partie civile, on estime que le délai d'1 mois consacré à la constitution d'avocats commis d'office au profit des accusés est raisonnable. Cependant, ces avocats espèrent que cette fois-ci, les questions de fond seront abordées à la reprise. Un mois, c'est un temps largement suffisant. Nous espérons tout simplement que ces questions préalables, si on peut les considérer comme telles, seront réglées. L'essentiel étant que nous, les accusés ayant clamé depuis le début de cette affaire qu'ils souhaitent que nous allions dans le fond, et qu'ils ont des choses à dire et qu'ils veulent rendre compte au peuple, soit de ce qui s'est réellement passé, de leur non-implication ou de la supposée implication, nous espérons que leur bonne foi prévaudra et que nous irons au fond pour savoir qui a fait quoi exactement, pourquoi des dizaines de Burkinabés ont été tués un matin, pourquoi 2 semaines durant le Burkina a été mis sous un couvre-feu qui n'avait aucun fondement légal, pourquoi nous avons été traumatisés, terrorisés pendant des semaines par nos propres militaires et qui a fait quoi. Mais il y a toujours ce précédent qui risque de refaire surface, celui de la liste des témoins des accusés. Maître Mamadou Keïta, conseil du médecin-colonel Mamadou Bamba, pense qu'il serait injuste de tenir le procès sans leurs témoins. De toute façon, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous avez dit jusqu'à présent le problème qui a été posé, ça a toujours été dans cette affaire des listes où il faut admettre qu'on a accepté sur la liste des général Djengere, on a profité de ça, mais quand il a fallu quand même accepter la même liste, il y a eu quand même des achoppements, de sorte que on pense que honnêtement parlant, juger ce dossier sans certains témoins, ce serait quand même pas aussi de la justice. Les avocats qui se sont déportés estiment que les conditions ne sont pas réunies pour un procès équitable, en faisant référence notamment à la question de la récusation des 2 membres du tribunal, dont le président Seydou Ouedraogo, et la question de la citation des témoins des accusés. Voilà, le procès qui a repris ce vendredi 6 avril, je vous le rappelle, a été renvoyé au 9 mai prochain. Et pour en parler, nous recevons Maître Bilba, nous revenons à vous. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire un avocat qui se déporte? Le déport est l'inverse de la constitution d'avocat. Lorsqu'un avocat veut occuper pour un justiciable,
il a envoyé un courrier au juge pour dire qu'il assure la défense de telle personne. Lorsqu'il quitte la procédure, il envoie un courrier pour dire qu'il quitte la procédure pour la défense de telle personne. Le deuxième courrier s'appelle le déport. Alors donc, vous êtes 14 avocats à avoir quitté la procédure. Qu'est-ce qui a motivé une telle décision que certains pourraient juger un peu extrême quand même? Oui, nous avons tout fait pour ne pas arriver à ces solutions extrêmes. Malheureusement, on nous y a contraints. Ce procès est fait de plusieurs violations. Chaque jour qu'il y avait audience, il y avait des violations à la fois inexplicables et inacceptables. À commencer d'abord par le Conseil constitutionnel, qui lui, en tant que gardien de la Constitution, en tant que gardien de l'intégrité de la Constitution, a osé dire qu'il y a des lois spéciales qui peuvent déroger à la Constitution. C'est du jamais vu. Nous pensons que ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas. Ce sont de hautes personnalités qui animent cette juridiction. C'est parce qu'ils ont décidé de faire comme ça. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons pris acte, puisque la loi dit qu'il n'y a pas de recours contre une telle décision. Et donc, nous sommes revenus sur la base de la loi spéciale. Nous avons demandé aux deux magistrats de se décharger du dossier. C'est ça la récusation. Parce que un juge dans un dossier ne doit pas avoir de parti pris. S'il a un parti pris manifeste, il doit être déchargé. Mais dans le cas d'espèce, nous avons démontré par 3 arguments que les deux magistrats avaient manifestement un parti pris pour la partie civile, notamment pour M. René Bagoro, qui est la personne par l'intermédiaire de qui ils sont venus au procès, alors que lui-même est parti au procès. Alors les gens, quand ils regardent les arguments qui sont invoqués dans le fond, ils ne veulent pas du tout toucher au fond du dossier. Donc, ils sont dans des questions de forme, ils disent qu'eux, ils sont incompétents. Que pour les récuser, il faut se référer au droit commun. Alors que le Conseil constitutionnel a dit qu'on ne se réfère pas au droit commun, c'est au droit spécifique. Et le droit spécifique a dit que c'est eux qui doivent trancher leurs récusations. Quand cela ne tienne, nous leur avons dit, ok, nous prenons acte, nous allons saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation, mais en attendant, le droit commun que vous dites qu'il est applicable, contrairement à ce que le Conseil constitutionnel a dit, ce droit commun-là vous dit que dès que vous avez connaissance de votre récusation, vous ne pouvez plus poser aucun acte de la procédure. Mais depuis la récusation, il y a 5 décisions de justice qui ont été rendues. On est quand même dans quel pays? Bref, nous avons saisi le juge qui nous a été indiqué, c'est-à-dire la chambre criminelle de la Cour de cassation. Vous avez suivi le débat. La chambre criminelle n'a même pas eu l'occasion de statuer sur notre recours. C'est la présidente de cette institution qui intercepte la requête en récusation, qui rend une décision. La requête ne lui est pas adressée, mais elle la prend. Ça doit être 3 juges qui doivent juger, mais elle s'est assise seule dans son bureau, elle a rendu une ordonnance plutôt que de rendre un arrêt. Bon, nous avons dit, c'est quand même gros. Ensuite, et enfin, si vous voulez, pour résumer, vous avez eu la question des témoins. C'est l'une des rares fois de ma petite carrière d'avocat où je vois qu'on prend une décision de justice pour dire, voilà la liste des témoins. Or, la loi sur la chambre criminelle, qui a été votée seulement en 2017 et qui est applicable au tribunal militaire, dit que les témoins peuvent être entendus à tout moment. L'essentiel, qu'ils ne viennent pas après la clôture des débats. Les débats, au fond, ne sont même pas encore ouverts et il y a des témoins qu'on écarte. Nous avons compris que les gens ne veulent pas que la vérité jaillisse et c'est pourquoi nous avons dit autant, oui, beaucoup. Aucun de nos témoins n'a été reçu, excepté 2 personnes. Nous avons dit, pourquoi rendez les décisions de condamnation. Sur le problème des témoins, pourquoi est-ce que... Oui, sur la question des témoins, il y a eu une discussion entre la défense et le parquet. Nous avons déposé la liste, comme la loi spéciale nous l'impose, la liste des témoins, oui, à monsieur le procureur, qui était chargé, d'après la loi sur la chambre criminelle, de convoquer les témoins. Le procureur ne les a pas convoqués, parce que, bien entendu, ça ne les arrange pas, ça l'arrange pas de les convoquer. Attendez, est-ce que c'est au parquet de faire venir les témoins de la défense pour venir témoigner dans une affaire, ou c'est la défense elle-même de faire venir ces témoins? C'est ce que la loi dit. Je vous rappelle que la loi votée en 2017, qui porte organisation et fonctionnement de la chambre criminelle et applicable au tribunal militaire, dit que c'est le ministère public qui les convoque. Ça, ce n'est pas discutable. Oui, mais quand le ministère public les convoque, est-ce que ce n'est pas à la défense de veiller à ce que ces témoins soient présents? Parce que ce sont les témoins de la défense quand même. Oui, la défense a quel moyen pour faire comparaître un témoin?
Parce que quand le témoin refuse de venir, il est amené par force. Mais la défense, nous, on a des policiers, on a des gendarmes. Comment vous pouvez citer les témoins que vous ne pouvez pas faire comparaître? Oui. C'est la question qu'on pose. Nous avons donné, la loi a bien fait la chose. La loi dit, vous déposez votre liste là chez l'autorité, qui est ici le parquet. Le parquet qui a le pouvoir de faire venir quelqu'un par force les convoque. S'ils ne viennent pas, il les fait venir par force. C'est ce que la loi dit. Je dis, je répète, c'est la loi de juin 2017. D'accord. C'est clair là-dessus. Ensuite, mais vous êtes en train de dire qu'apparemment, on est en train d'assister à un procès déjà biaisé. Pourtant, il y a toute une grande partie des avocats de la défense qui a décidé de continuer avec ses clients. Est-ce que vous êtes en train de dire ce soir que ces avocats-là sont en train de rentrer dans un procès dont le résultat est connu d'avance? Eux-mêmes, ils l'ont dit. Vous n'avez pas suivi l'interview de Maître Keïta Mamadou? Il l'a précisé. Je pense qu'ils n'ont pas décidé de continuer. Ils ont décidé de subir. Moi, c'est toute ma lecture. Ils ont décidé de subir. Et en tant qu'avocat, chacun est indépendant. Chacun ne rend compte qu'à son client et à sa conscience. J'ai rendu compte à mon client de ce que je me déporte dans le dossier. Est-ce qu'il y a une division au sein des avocats de la défense? Non. Ce n'est pas une division en tant que telle, mais chacun est venu pour la cause de quelqu'un. Et les 84 accusés n'ont pas les mêmes intérêts. Il y en a qui viennent pour reconnaître les faits et demander pardon. Il y en a qui viennent pour les contester, etc. etc. Donc il y a 84 Vous êtes là pour contester? Absolument. Absolument. Alors, est-ce que vos clients sont d'accord avec votre démarche? Oui. D'abord, je n'ai pas besoin de l'accord de mon client pour me déporter. Je suis avocat. Je suis indépendant vis-à-vis du juge. Et je suis indépendant vis-à-vis de mon client. Je suis d'accord que nous devons nous accorder sur la stratégie de défense. Mais vos clients vous ont fait confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ne se trouvent pas abandonnés? Non. Vous n'avez pas lâché en route? Non. Nous nous sommes déportés au tribunal militaire. Nous suivons avec nos clients les autres procédures qui ont été engagées dans d'autres juridictions, à la fois nationales et internationales. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais vos clients vont avoir des avocats commis d'office. Donc de toutes les manières, le procès va aller jusqu'au bout. Oui, oui, il y aura des avocats commis d'office. S'il y a un avocat commis d'office qui pense qu'il peut venir à ce procès, enjamber les problèmes réels que nous avons posés, pour aller formaliser une condamnation, je répète que chaque avocat est indépendant et ne rend compte qu'à son client et à sa conscience. Après avoir déposé vos lettres de dépôt, est-ce qu'il est possible que vous reveniez encore comme conseil de vos clients? Bien sûr. Il y a 2 semaines, j'étais opposé à mon excellent confrère Maître Kam dans le dossier qui a opposé le juge d'abonné à un de vos confrères de mutation, M. Zongo. Devant le tribunal de grande instance, Maître Kam a demandé le renvoi. Le tribunal lui a refusé le renvoi. Il s'est déporté. Ils ont saisi la Cour de cassation, celle-là même qui estime qu'elle est incompétente pour ce dossier. Ils ont saisi cette même Cour qui a dessaisi le tribunal de grande instance de Ouagadougou et le dossier a été jugé au TGI de Bobo. Il y a de cela 2 semaines. Au TGI de Bobo, Maître Kam était là. Il s'est constitué. Donc l'avocat qui s'est déporté ici, les conditions du procès équitable sont réunies, il revient à son dossier. Donc il est possible que vous reveniez? Parfaitement possible. L'essentiel, nous avons besoin d'un procès équitable. Merci, Maître Christophe Liba, d'avoir accepté de venir répondre à nos questions. Merci. Voilà. Et nous poursuivons ce journal. On reste dans le secteur judiciaire avec ce pourcentage. 84%, c'est le taux d'exécution physique des activités du ministère de la Justice au titre de l'année 2017. Ces résultats ont été dévoilés au cours du conseil d'administration du secteur ministériel de ce département, un CACEM, qui a été notamment consacré à la promotion des droits humains en milieu carcéral. Samandougou Samira, Natacha Ouedraogo. Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique s'engage pour une humanisation des lieux de détention au Burkina Faso. C'est du moins le sujet au cœur de ce conseil d'administration du ministère en charge de la justice. Cette question tombe à peine nommée au regard de la surpopulation dans les maisons d'arrêt et de correction du pays. Nous devons faire en sorte que les personnes privées de leur liberté puissent jouir de leur droit d'être humain, la dignité qu'il y en a, notamment en termes de santé, en termes d'hygiène, en termes d'alimentation. Et la réalité, c'est qu'effectivement, compte tenu de la modicité des moyens dont nous disposons et la capacité d'accueil de nos maisons d'arrêt et de correction, nous vivons une sérieuse situation de surpopulation. Et aussi, les conditions d'alimentation ne sont pas encore assez suffisantes. Donc il s'agit de réfléchir
faire le diagnostic, bien évidemment, avec des voix extérieures, parce que nous aurons un panel où il y aura d'autres voix en dehors de ceux du ministère, et faire des propositions pour voir comment, avec le peu de moyens que nous avons, nous pouvons améliorer justement la gestion des personnes en détention. En attendant les conclusions de ce conseil d'administration du secteur ministériel KASSEM, des actions sont déjà en cours pour soulager les détenus. En plus de la construction de nouvelles maisons d'arrêt, les détenus vont aussi bénéficier de programmes de réinsertion. Il y a aussi d'autres actions qui sont menées au niveau de ce qu'on appelle la réinsertion sociale à travers la Direction générale de la garde sécurité pénitentiaire qui vise à permettre à ces personnes en détention d'apprendre des métiers, de sorte que si elles sortent, elles puissent se réinsérer dans la société. Mais vous savez que nous avons aussi adopté une nouvelle loi qui porte sur le régime pénitentiaire. Cette loi prescrit un certain nombre d'obligations et de droits, bien évidemment, à la charge et au bénéfice des détenus, mais également au personnel qui les gère. Et bien évidemment, comme nous sommes en même temps chargés des droits humains, il y a aussi les sensibilisations qui sont faites vis-à-vis du personnel qui est chargé de gérer donc, ces détenus pour éviter, par exemple, qu'il y ait des violences physiques, etc. etc. L'ouverture de ce KASSEM a été l'occasion pour René Bagoro de faire le bilan de l'année 2017 de son ministère. Le taux d'exécution physique provisoire des activités est de 84% contre 115% en 2016. Les activités exécutées en 2017 ont permis de poursuivre les réformes engagées au sein du ministère, notamment dans le domaine de la relecture des textes, de l'assistance judiciaire, de la lutte contre la corruption, de la sécurisation progressive de nos juridictions, de l'informatisation de la chaîne judiciaire, du suivi de la mise en œuvre de nos conventions en matière de droits humains, ainsi que de la sensibilisation des acteurs sur le civisme. Tout en leur exprimant le respect des droits humains en milieu carcéral, quelle stratégie pour une humanisation des lieux de détention au Burkina Faso? C'est le thème au cœur de ce KASSEM de l'année 2018 qui se tient du 5 au 6 avril. Au ministère de la Santé, c'est une nouvelle stratégie de communication qui a été mise en place pour la période allant de 2018 à 2020. Un outil qui devrait participer à l'atteinte des objectifs en matière de santé des populations. Sa validation a fait l'objet d'un atelier hier 5 avril. Luc Pabelgem. Une communication efficace, efficiente et proche des populations, c'est ce vers quoi veut s'orienter le ministère de la Santé. Et pour y arriver, le ministère entend s'appuyer sur un outil d'orientation. Cet outil n'est autre que la stratégie nationale de communication en santé pour la période 2018-2022. La santé étant un domaine multidimensionnel que les seuls praticiens ne peuvent gérer, la stratégie avant validation va rassembler les directeurs de communication et de la presse ministérielle, les chargés de communication des structures de santé, les partenaires techniques et financiers. Cette stratégie de communication va nous permettre de coordonner toutes les activités de communication du ministère et de pouvoir diriger un seul message envers la population. Alors pour réaliser cette stratégie de communication, nous avons d'abord tenu des ateliers, d'abord 4 ateliers qui nous a permis de nous rencontrer et d'établir un canevas, de récolter des données. Et cette récolte de données nous a permis aussi de relever les difficultés et les problèmes de communication au ministère de la Santé. Et ces problèmes sont le management de la communication qui est assez insuffisante, la prestation de la communication au ministère de la Santé qui est insuffisante et la faiblesse de la coordination des actions de communication. Voilà les trois problèmes prioritaires qui sont ressortis dans l'analyse de notre document. Le ministère de la Santé accorde de l'importance à cette stratégie de communication en santé qui va coûter 3 750 717 650 francs CFA. Ces actions en matière de communication en santé s'inscrivent dans des contextes multiples qui vont des relations patients-prestataires de services à la gestion rationnelle des rumeurs en matière de santé publique. Vous savez très bien que lorsque l'on communique sur un sujet, que le sujet soit pertinent ou pas, la manière de communiquer peut changer la vision des choses. Donc, c'est d'abord une analyse du contexte actuel où nous avons besoin de rassurer la population. Nous avons besoin d'informer la communauté pour qui nous travaillons de ce que nous vivons comme difficulté pour que l'information, tout ce que nous faisons, puisse être utile
pour qu'ils puissent s'approprier les efforts que le ministère de la Santé fait, les efforts que le gouvernement fait pour s'occuper de leur santé. La validation de la stratégie nationale de communication en santé 2018-2022 intervient dans un contexte marqué par la persistance des maladies à potentiel épidémique et la montée de certaines maladies d'origine métabolique. Pour y faire face, une communication adaptée s'impose. Maintenant, cette question. 10 000 moustiques génétiquement modifiés vont-ils être bientôt lâchés au Burkina dans le cadre de la lutte contre le paludisme? C'est une révélation de la Copagène, la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, qui craint que le Burkina Faso soit transformé en laboratoire d'expérimentation pour OGM. Ce regroupement de chercheurs et d'ONG alerte également sur le retour du coton BT dans les plantations burkinabères. Le point de Natacha Ouedraogo. Entre les scientifiques et les producteurs de coton, il y a un sujet qui divise, les OGM. D'un côté, il y a les producteurs qui réclament le retour du coton génétiquement modifié dans les champs, et de l'autre, les scientifiques qui sont contre. Au nombre de ceux-là, la Copagène, la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain. Ce regroupement de chercheurs, d'ONG et d'associations s'inquiète face aux conséquences de ces produits chimiques. L'argument évoqué pour demander le retour du coton OGM au Burkina Faso n'est pas fondé. La Copagène a présenté en 2017 une étude intitulée « Le coton BT et nous, la vérité de nos champs ». Cette recherche paysanne portant sur les impacts socio-économiques du coton BT au Burkina Faso révèle que l'utilisation des semences génétiquement modifiées entraîne une augmentation des coûts de production de 7%, alors que les rendements baissent d'environ 7% en moyenne. Cette étude, basée sur les constats réels de 203 producteurs dans leurs champs, et ce durant 3 campagnes, remplit pour nous toutes les conditions de scientificité. L'autre inquiétude émise par la Copagène, c'est l'expérimentation de moustiques OGM au Burkina Faso. Le Burkina Faso a importé d'Italie, depuis le 2 novembre 2016, des œufs de moustiques génétiquement modifiés avec la bénédiction de l'Agence nationale de biosécurité, l'ANB. Ces œufs ont été confinés depuis le 3 novembre 2016 dans un laboratoire de l'Institut de recherche en sciences de la santé à Bobo-Dioulasso pour une activité d'élevage en vue d'atteindre le nombre de 10 000 moustiques mâles stériles génétiquement modifiés. Le projet Target Malaria, c'est de ce projet qu'il s'agit, travaille à la mise au point d'une nouvelle technologie de lutte antivectorielle contre l'anophèle afin de contribuer à réduire la population de moustiques et du même coup le fardeau du paludisme en Afrique. Quelles seraient les conséquences si une femelle génétiquement modifiée, malgré toutes les précautions, piquait un malade du paludisme et le transmettait à d'autres sujets au sein de la population? Quelles dispositions ont été prises pour gérer les risques de résistance, de mutation de ces moustiques OGM? Au regard de toutes ces questions sans réponse, la Copagène invite l'État burkinabé à s'inscrire dans l'approche précaution et encourage la société civile à redoubler d'ardeur et à faire preuve d'ingéniosité dans la lutte pour la défense des droits des communautés. Elle exhorte surtout l'agence de biosécurité à surseoir à l'examen de la demande d'autorisation du lâcher des moustiques mâles stériles en attendant que des réponses rassurantes soient apportées à ces interrogations. La lutte contre la désertification et les changements climatiques se décline sous plusieurs angles. On a institué un salon international de l'arbre. La première édition se tiendra en juin prochain. Les explications de Madina Sinou. 9600 espèces d'arbres en voie de disparition selon une étude publiée en avril 2017 par Botanic Garden Conservation International. Une situation qui inquiète le mouvement écologique du Burkina Faso. Il faut donc agir et vite pour assurer la pérennisation des arbres au Faso. L'idée d'un salon international des arbres est le meilleur créneau selon le mouvement écologique du Burkina Faso. Il est indéniable que l'arbre demeure indispensable
pour préserver la biodiversité et accompagner la croissance économique dans le monde. L'arbre est un grand symbole de vie. C'est le poumon de la terre, dit-on. Malheureusement, le manque d'informations systématiques permettant d'évaluer et de mesurer à sa juste valeur la contribution de l'arbre dans l'équilibre des écosystèmes ainsi que la contribution des produits dérivés de l'arbre au revenu des ménages et à l'amélioration de la sécurité alimentaire constitue un des obstacles à la protection de l'arbre dans le monde et particulièrement en Afrique. Pour le ministère de l'Environnement, cet événement d'envergure nationale revêt une importance capitale dans la lutte contre les changements climatiques et la désertification. Vous savez que au niveau du ministère en charge de l'environnement, chaque année, quelqu'un le disait tout à l'heure, nous organisons des campagnes de reforestation où nous mettons l'accent beaucoup plus sur la sensibilisation des populations des différentes couches socio-professionnelles du pays pour la protection et la sauvegarde des ressources forestières. Mais on s'est dit qu'avec ce salon, c'est une opportunité qui est offerte encore pour sensibiliser davantage. Vous savez qu'en matière de sensibilisation, on n'a jamais fini de sensibiliser. Si nous avons des opportunités telles que ce salon, ça va permettre davantage au ministère de pouvoir atteindre ses objectifs. Des conférences, débats, des panels, des ateliers, ce sont entre autres des activités qui vont marquer la première édition du Salon international de l'arbre qui va se tenir en juin 2018 sous le thème multi-usage de l'arbre, efficience et durabilité. Malgré les mesures de prévention prises par l'ONEA, une partie des habitants de Bobo-Dioulasso va connaître des pénuries d'eau. Et pour éviter les situations extrêmes, l'ONEA met en place un système de distribution alterné. Les précisions d'Arsène Konditamde. La distribution d'eau potable va connaître des perturbations dans les jours à venir dans la ville de Bobo-Dioulasso. En cette période de chaleur, l'ONEA n'arrive pas à satisfaire la forte demande en eau potable. Pour permettre une gestion rationnelle de cette ressource, la nationale de l'eau va mettre en place un système de distribution alterné. Qu'est-ce qu'on fait? Dans l'immédiat, l'ONEA a établi un programme de distribution alternée qui permet effectivement que des gens qui peuvent taper 3, 4, 5 jours sans eau ne vivent plus ce calvaire. Donc le programme est établi. Alors, ces contraintes concernent essentiellement 5% de la superficie. Donc il s'agit des zones hautes de la ville qui se trouvent au secteur 25, 24, 33, une partie de Sarfalao et des poches au niveau de Ouézenville. Donc ce sont ces 5% de la superficie-là qui créent ces plaintes énormes. Mais pour gérer le problème de ces 5%, on est obligé d'aller aussi isoler certaines personnes de manière volontaire pour les satisfaire. L'ONEA dit avoir pourtant pris des mesures pour éviter ce genre de situation. Mais l'évolution sans cesse croissante de la population et l'extension de la ville ont faussé les calculs. Et ces causes sont essentiellement liées à quoi? Aux prévisions des besoins en eau qui sont très vite dépassés. Je ne pense pas que quelqu'un aujourd'hui peut affirmer quel est le nombre d'habitants de la ville de Bobo. C'est difficile d'évaluer. Alors que les prévisions sont faites sur la base des estimations de la population. Bon, ça fait que, bon, aujourd'hui nous pensons, quand on regarde nos investissements, 2017, on ne devait pas avoir de problème d'eau à Bobo. Mais les besoins estimés aujourd'hui correspondent aux besoins que nous avons estimés pour 2022. Pour les années à venir, l'ONEA prévoit de nombreuses actions afin de mettre la ville à l'abri de ces désagréments. Ces mesures sont la réalisation et le raccordement de 3 forages juste à l'entrée de la ville de Bobo, c'est-à-dire il y a un village qu'on appelle Pala, donc il y a 2 forages qui sont déjà réalisés là-bas. Donc le raccordement est prévu se faire courant 2018 pour éviter effectivement qu'on rentre dans la période chaude de 2019 avec ces difficultés-là. Et pour les autres centres, nous avons prévu d'accorder 13 forages d'ici, en tout cas la période chaude de 2019. Et tous ces investissements doivent nous permettre effectivement de tenir jusqu'en 2022-2023 et pour que les grands projets que je vais citer plus tard puissent venir régler le problème de manière définitive. Pour passer cette zone de turbulence sans trop de difficultés, l'ONEA invite les populations à adopter des réflexes d'économie d'eau. Des négociations sont également en cours avec d'autres bailleurs pour la construction d'un second site de production. Qui sera la plus belle fille des universités burkinabès cette année?
La réponse demain, 7 avril, date de la phase finale du concours de beauté Miss Université 2018. Les organisateurs de l'événement nous déclinent ici les différentes étapes de la cérémonie. Samira Samandoulgou, Madina Sienou. C'est cette couronne qui va coiffer la Miss Université Burkina 2018. Mais avant d'être couronnée, la future Miss devra passer par plusieurs étapes. Un défilé en tenue de jeune fille, en tenue traditionnelle, en tenue de soirée et un speech. Des étapes qui seront scrutées par un jury de 8 membres. Avant le concours, les 8 membres du jury reçoivent les candidates. Chaque candidate passe une à une et le jury les note sur 20 points. Ces 20 points, on fait la moyenne et ces moyennes sont consignées et c'est l'huissier de justice qui détient ces notes. Dans la salle des fêtes, les Miss sont notées sur 80 points. 80 points, soit 40 points pour le premier tour, 40 points pour le deuxième tour. Mais pour passer au deuxième tour, les membres du jury font la sommation des 20 points et des 40 points du premier tour, ça fait 60 points. Et les 10 meilleures candidates sur les 60 points sont les 10 candidates qui sont retenues pour le deuxième tour, c'est-à-dire pour le speech. Un speech qui va se tenir sous le thème Jeunesse burkinabé et migration. L'étape est notée sur 40 points. Pourquoi ce thème? Je crois que c'est au regard de l'actualité. Nous avons tous affiché sur nos pages Facebook. Je ne suis pas avant parce que l'actualité de tous ceux qui veulent passer par la Libye à travers la mer Méditerranée pour rejoindre l'Europe, vivent des circonstances très très difficiles, ne sont pas vraiment à l'aise. C'est pourquoi nous avons demandé, le thème c'est jeunesse burkinabé et migration. Mais la question qui est posée aux 10 candidates qui viendront pour s'exprimer, si vous avez un conseil à donner à des jeunes burkinabés sur la question de l'immigration, qu'est-ce que vous allez leur dire? La Miss Université 2018 va repartir avec un chèque de 3 millions de francs CFA. Tout est fin prêt pour la cérémonie qui va se dérouler le 7 avril prochain à la salle des fêtes de Ouaga 2000. Les artistes chanteurs viendront apporter leur touche à la beauté de la soirée. Ce sont entre autres Malika la slameuse, Abibou Sawadogo, Awa Boussim et Rénis du Cameroun. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 13h, Alfred Thioyer, 19h30, au Benguebré pour les informations du soir. Bon week-end à toutes et à tous.